La guerre sous-marine la plus folle que j'ai jamais vécue. Bonjour, je m'appelle Julien Moreau, j'ai 32 ans, et je suis officier sur un sous-marin français en Manche. Ce que je vais vous raconter dépasse tout ce que j'ai pu imaginer lors de mes années en mer. C'était en 1914, à peine quelques mois après le début de la Grande Guerre, quand le conflit semblait encore une tempête passagère. Mais déjà, sous la surface, une bataille secrète faisait rage, une guerre dans la guerre, où chaque décision pouvait nous coûter la vie. Tout avait commencé quand les Allemands avaient avancé rapidement le long des côtes belges, s'emparant de ports qui rapprochaient dangereusement leurs sous-marins des côtes françaises et britanniques. Cette avancée ouvrait un nouveau front naval, bien plus proche de nos bases. De notre côté, on ne savait pas encore que cette guerre durerait des années. Beaucoup pensaient qu'elle serait courte, un éclat de feu vite éteint. Alors, construire de gros sous-marins conventionnels pour occuper ces nouveaux ports semblait inutile. Le temps manquait. Face à cette urgence, l'idée s'imposa, fabriquer des petits sous-marins côtiers, rapides à construire et faciles à déployer. Leur autonomie limitée importait peu, puisqu'ils pourraient opérer près des cibles ennemies. À Cherbourg, dans les chantiers navals, on avait même évoqué une machine minuscule, presque un jouet, un sous-marin de moins de 100 tonnes, qui ne fonctionnerait qu'à batterie et devrait se recharger à quai avant chaque sortie. Heureusement, ce projet fut abandonné et il aurait été suicidaire de confier une telle embarcation à nos marins. À la place, on développa un modèle un peu plus grand, le type UB, conçu pour être transporté en pièces détachées par train et assemblé rapidement dans les ports nouvellement conquis. Cette innovation allait changer la donne, plus besoin de longs voyages depuis nos bases en métropole, les sous-marins pouvaient frapper plus près, plus vite, plus souvent. Je me souviens encore des débats passionnés à bord, alors que nous préparions nos premières missions avec ces engins nouveaux, aussi nerveux qu'excités. Mais ce n'était que le début d'une aventure que ni moi ni mes camarades n'aurions pu anticiper. La mer allait bientôt devenir un théâtre d'ombre, de mine et de silence, où chaque plongée pouvait être la dernière. La mer, ce jour-là, était d'un gris métallique, lourde et menaçante, comme un présage. Le port d'Ouistreham dans le Calvados bourdonnait d'activité. Des marins allaient et venaient, chargés de caisses et de câbles, tandis que les ingénieurs s'affairaient autour du dernier sous-marin, UB, assemblé. J'étais là, au cœur de cette agitation, sentant le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. Ce petit sous-marin, fragile et pourtant redoutable, allait devenir notre arme secrète contre l'envahisseur. À bord, nous étions une équipe réduite, soudée par la peur et l'espoir. Je me souviens de mes camarades, Pierre, le mécanicien au regard vif, toujours prêt à bricoler n'importe quelle panne, Antoine, le timonier, calme et précis comme une horloge, et enfin Lucie, la radio, une jeune femme brillante dont le sourire pouvait percer le brouillard le plus épais. Ensemble, nous formions une famille, unis par le devoir et la peur du lendemain. Le sous-marin, baptisé « le Faucon », était modeste en taille, mais ingénieux. Long d'une vingtaine de mètres, il pouvait transporter 6 mines sous-marines, prêtes à être larguées sur les routes maritimes ennemies. Son moteur diesel ronronnait doucement à la surface, tandis que le moteur électrique, silencieux et sournois, nous permettait de plonger dans les profondeurs sans être détectés. La vitesse n'était pas sa force à peine sinueux, mais sa furtivité faisait de lui un prédateur redoutable. Le commandement nous avait donné pour mission de poser des mines dans un secteur stratégique, à quelques milles nautiques seulement des côtes anglaises, là où les convois alliés passaient pour ravitailler l'effort de guerre. C'était un pari risqué, mais nécessaire. Le moindre succès pouvait retarder l'ennemi, sauver des vies françaises. Nous préparions les charges, ajustions les instruments, chaque détail comptait. La tension était palpable, un mélange d'excitation et de crainte. Je me souviens de ce moment précis où nous avons quitté le port, le vent frais caressant mon visage au moment où le sous-marin glissait doucement vers l'horizon. La guerre sous-marine venait de franchir une nouvelle étape, et nous allions en être les acteurs involontaires, perdus entre la surface et les abysses, entre la vie et la mort. Les heures à venir allaient sceller notre destin. Les jours qui précédèrent notre première mission furent une succession de préparatifs et d'angoisses silencieuses. Le port d'Ouistreham semblait presque paisible, mais sous cette apparence, une tension sourde régnait. Chaque homme et chaque femme à bord de « le Faucon » mesurait l'enjeu. Nous savions que notre petite embarcation n'était qu'un pion dans une guerre immense, mais un pion capable de frapper fort. Ce qui avait conduit à cette mission était simple, mais lourd de conséquences. Depuis l'avance allemande sur la côte belge, les ports allemands étaient beaucoup plus proches de nos lignes maritimes, et l'ennemi utilisait cette proximité pour harceler nos convois. Nos grandes unités navales restaient souvent à distance, trop vulnérables aux mines et aux torpilles. La solution, envoyer ces sous-marins côtiers,
petit mais efficace, pour planter des mines à proximité des routes ennemies, ralentir leur mouvement, et créer un climat d'insécurité. Pourtant, le doute planait. Nos sous-marins, pourtant modernes, manquaient cruellement d'armement direct. Le « Faucon » n'avait qu'une mitrailleuse légère, presque symbolique, pour se défendre. Et si nous tombions sur un navire ennemi plus puissant, que pourrions-nous faire? Rien. Nous devions compter sur la furtivité et l'audace. Et il y avait aussi l'ombre d'un autre problème, la mécanique. Nos moteurs, surtout le moteur électrique, étaient fragiles. Une panne en pleine mer, c'était l'abandon assuré. La stratégie était claire, approcher discrètement, poser les mines et repartir avant que l'ennemi ne puisse réagir. Mais même cette simplicité cachait des risques énormes. Les eaux étaient minées, surveillées par des patrouilles, et la mer elle-même semblait vouloir nous avaler. Chaque plongée était une lutte contre le temps, la pression, et l'inconnu. À bord, Lucie passait des heures à capter les signaux radio, cherchant à déchiffrer les mouvements ennemis. Son visage éclairé par la lumière vacillante de l'appareil, elle paraissait fragile, presque hors du temps. Pourtant, elle savait que sa vigilance pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Ses doigts glissaient sur les boutons, transmettant des messages codés, tandis que la mer continuait à nous entourer de son silence glacé. Dans cette attente, chaque minute semblait une éternité. Le moindre bruit, la moindre vibration, devenait une source d'alerte. Nous étions suspendus à ce fragile équilibre, entre l'action imminente et la peur viscérale de l'échec. Mais une chose était sûre, nous ne pouvions revenir en arrière. La guerre nous avait déjà emportés bien loin des côtes paisibles de Normandie. Le jour tant redouté arriva enfin. Nous quittâmes le port d'Ouistreham à l'aube, alors que le ciel se teintait d'un bleu pâle, presque irréel. Le « Faucon » glissait silencieusement sur les eaux froides de la Manche, notre petite équipe concentrée sur chaque détail. La mer était calme, mais une tension palpable s'accrochait à nous comme un manteau invisible. Nous avions reçu notre ordre, atteindre la zone désignée, à une vingtaine de milles nautiques au nord-ouest de Cherbourg, un passage stratégique où les convois alliés étaient fréquents. La mission était simple dans son but, mais périlleuse dans son exécution. Nous devions poser nos mines sans être détectés, puis regagner le port avant que l'ennemi ne puisse lancer une contre-attaque. À bord, l'atmosphère était lourde. Pierre surveillait les moteurs avec une attention obsessionnelle, tandis qu'Antoine scrutait l'horizon à la recherche du moindre signe d'un navire ennemi. Moi, je me concentrais sur le guidage, ajustant la trajectoire avec une précision extrême. Lucie, quant à elle, restait à sa station radio, ses yeux brillant d'une détermination silencieuse. Alors que nous approchions du secteur, nous plongeâmes sous la surface, le bruit du moteur électrique résonnant faiblement dans la coque. La lumière s'estompa, remplacée par un bleu profond et inquiétant. L'eau nous enveloppait, froide et oppressante. Chaque seconde comptait, chaque geste était calculé. Nous étions seuls, invisibles, mais vulnérables. La première étape fut de larguer les mines. Chacune devait être placée avec soin, à une profondeur précise, pour garantir leur efficacité. Le mécanisme était délicat, 6 tubes inclinés dans la proue du sous-marin accueillaient 2 mines chacun, prêtes à être libérées dans le silence de l'eau. Nous avancions lentement, contrôlant la vitesse et la profondeur, tandis que les mines glissaient une à une vers leur destin. Mais alors que tout semblait se dérouler selon le plan, un bruit sourd retentit. Un choc contre la coque, léger mais inquiétant. Le sous-marin trembla. Pierre jeta un coup d'œil aux instruments, son visage se tordant d'inquiétude. Un filet de courant avait probablement entraîné un câble ou un débris contre l'arrière du « Faucon ». Rien de grave, mais un rappel brutal que la mer ne pardonnait rien. Nous continuâmes néanmoins, posant toutes les mines avec une précision chirurgicale. Lorsque la dernière mine fut larguée, un sentiment mêlé de fierté et de peur nous envahit. La mission était à moitié accomplie, mais le plus dangereux restait à venir, le retour. Le chemin du retour se ferait en surface, plus rapide, mais aussi plus exposé. Chaque minute pouvait être fatale. Je jetai un dernier regard vers l'obscurité aquatique avant de donner l'ordre de remonter. La tension était à son comble. La mer venait de nous offrir un répit, mais déjà, le danger rôdait. Notre destin, suspendu entre ciel et eau, allait bientôt basculer. La remontée vers la surface fut une épreuve en soi. L'air se fit plus dense dans le compartiment, et le claquement régulier de la pression sur la coque semblait battre au rythme de nos cœurs. Antoine scrutait toujours l'horizon à travers la petite lucarne, le regard perçant, tandis que Pierre restait concentré sur les moteurs, prêt à réagir au moindre signe de panne.
Lucie, les mains posées sur son poste radio, semblait presque figée, comme suspendue entre espoir et crainte. À peine émergés, nous vîmes les premières lueurs du jour percer à travers un ciel encore chargé de nuages lourds. La mer était calme, presque trop calme, et cette tranquillité inquiétait plus d'un d'entre nous. Je sentis l'adrénaline monter, chaque son, chaque mouvement devenant une alerte potentielle. Nous étions désormais visibles, vulnérables. Puis, au loin, une silhouette apparut, se découpant lentement sur l'horizon. Un navire ennemi, vraisemblablement un patrouilleur britannique, avançait droit vers nous. Le « Faucon » n'était pas armé pour un combat direct, et cette rencontre imprévue pouvait virer au désastre. Je donnai l'ordre de plonger à nouveau, mais le moteur diesel, encore chaud, refusa de redémarrer immédiatement. 1 minute, 2 minutes, l'angoisse monta d'un cran, chaque seconde pesant comme une éternité. Finalement, le moteur se mit en marche, et nous plongâmes sous la surface à toute vitesse. Le bruit du navire ennemi s'amplifiait, accompagné bientôt du bourdonnement sourd d'un hydrophone. Nous étions pourchassés. Le silence de la mer se fit plus oppressant, chaque souffle retenu, chaque geste calculé. Nous glissâmes entre les eaux, cherchant un refuge invisible, un abri dans les profondeurs. Mais la chasse avait commencé. Des explosions retentirent au loin, des charges de profondeur lancées pour nous débusquer. Le sous-marin trembla sous les secousses, le métal gémissant sous la pression des détonations. Pierre et moi étions au moteur, essayant de maintenir la stabilité malgré la panique qui commençait à s'immiscer dans nos esprits. Lucie, malgré la tension, réussit à capter un message radio, un autre sous-marin ami avait été coulé non loin de là, emportant la moitié de son équipage. Cette nouvelle glaça le sang de chacun. La guerre sous-marine ne faisait pas de cadeaux, et nous étions au cœur de cette tourmente. Au bout de ce qui sembla une éternité, le calme revint, aussi brutalement qu'il était parti. La mer retrouva son silence, mais nous savions que ce répit était précaire. Notre mission avait été accomplie, mais à quel prix ? Le retour au port s'annonçait encore plus périlleux que la mission elle-même. Nous étions désormais des proies, traqués dans un océan devenu un champ de bataille invisible et mortel. Alors que nous reprenions notre route vers Ouistreham, le poids de ce que nous venions de vivre s'abattait sur chacun de nous comme un fardeau insoutenable. Je restais figé, à réfléchir à tout ce qui avait pu mal tourner, à ce qui aurait pu nous coûter la vie. Comment avions-nous pu échapper à cette poursuite implacable ? Était-ce simplement la chance qui avait joué en notre faveur, ou y avait-il quelque chose de plus, une faille dans la traque ennemie ? Je repensais à la vulnérabilité de notre sous-marin, si petit, si peu armé. Une simple mitrailleuse en surface, et rien d'autre. Nous étions des proies faciles, et pourtant, nous avions réussi à semer nos poursuivants. Cette pensée me bouleversait. Ne fallait-il pas que notre commandement revoie la conception même de ces engins ? Une meilleure défense, un moteur plus fiable, une plus grande autonomie. Tout cela semblait vital si nous voulions tenir tête à l'ennemi. Mais en même temps, je savais que ces améliorations ne pourraient jamais être aussi légères que le « Faucon ». Plus un sous-marin devenait grand et puissant, moins il pouvait être facilement déplacé et assemblé dans les ports avancés. C'était là tout le dilemme de cette guerre sous-marine, rapidité et furtivité contre puissance et endurance. Nous étions pris au piège de ce compromis. Je songeais aussi à Lucie, dont le professionnalisme avait été un pilier dans cette mission. Sans elle, nous n'aurions sans doute pas survécu. Sa présence à bord, fragile et pourtant si déterminée, donnait un sens à notre lutte. Était-ce son regard qui m'avait permis de tenir bon dans les moments les plus sombres ? Pendant ces réflexions, le « Faucon » avançait, chaque instant nous rapprochant du port, de la terre ferme, de la sécurité relative. Mais au fond de moi, une part d'angoisse persistait. Était-ce vraiment fini ? Ou n'était-ce que le calme avant la tempête ? Je savais que la guerre ne nous laisserait pas de répit. Chaque mission pouvait être la dernière, chaque plongée un pas vers l'inconnu. Je regardai une dernière fois l'horizon, là où le ciel rencontrait la mer, et je me promis de ne jamais oublier ce que nous avions traversé. Cette nuit-là, dans le silence pesant du sous-marin, je compris que notre combat venait à peine de commencer. Et que pour survivre, il faudrait bien plus que du courage. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le pire était loin d'être terminé. Alors que nous approchions enfin des eaux plus sûres, une nouvelle menace surgit, inattendue et dévastatrice. À peine à quelques milles du port, un signal radio intercepté par Lucie attira toute notre attention. Une communication cryptée, difficile à déchiffrer, mais qui laissa entrevoir une réalité terrifiante, un nouveau type de sous-marin allemand,
plus grands, mieux armés, circulaient désormais dans la Manche. Cette nouvelle bouleversa immédiatement notre état d'esprit. Ces machines, disait-on, pouvaient parcourir des centaines de milles, emportant plus de mines, équipées de torpilles et même d'un canon de pont. Un véritable cauchemar pour nos patrouilles. Et plus inquiétant encore, leurs capacités opérationnelles leur permettaient de traverser la mer jusqu'à la Méditerranée, renforçant la portée de la guerre sous-marine allemande bien au-delà de ce que nous avions imaginé. À bord du Faucon, cette révélation sema la panique. Comment lutter contre un adversaire si supérieur? Notre petit sous-marin, fragile et limité, semblait soudain aussi vulnérable qu'un jouet face à ces nouveaux monstres des mers. Le commandant nous ordonna de rester prudents, mais dans mon cœur, une peur sourde s'installa. Ce n'était plus une simple bataille pour poser des mines, mais une lutte pour la survie face à une technologie en constante évolution. Lucie, habituellement calme, décryptait fébrilement les messages, essayant de comprendre l'étendue du danger. Pierre inspectait les moteurs avec une nervosité accrue, conscient que la moindre panne dans ce contexte serait fatale. Antoine, d'ordinaire stoïque, montrait pour la première fois des signes d'inquiétude. Et moi, je sentais le poids de la responsabilité écraser mes épaules, comme si chaque décision pouvait désormais sceller notre destin. Cette information changeait tout. Le théâtre de guerre s'élargissait, et notre rôle se complexifiait. La mer devenait un piège mouvant, où l'ennemi ne se contentait plus de nous attendre, mais cherchait activement à nous détruire avec des armes plus sophistiquées, plus meurtrières. Nous étions désormais face à une nouvelle ère de la guerre sous-marine, une ère où chaque plongée pouvait se transformer en un cauchemar sans retour. Je compris alors que notre mission n'était que la première d'une longue série, et que pour tenir, il faudrait s'adapter, évoluer, et surtout survivre. Mais à quel prix? Le Faucon et son équipage étaient désormais au cœur d'un conflit technologique et humain sans précédent, où l'incertitude et le danger étaient les seuls compagnons fiables. Le pire restait à venir, et personne à bord ne pouvait imaginer jusqu'où cette guerre allait nous mener. Alors que nous tentions de digérer cette nouvelle terrifiante, un autre coup de théâtre surgit, plus brutal encore. Une nuit, alors que, le Faucon, glissait silencieusement près des côtes du Cotentin, un signal d'alerte perça la quiétude relative de notre cabine. Lucie, pâle mais déterminée, intercepta un message radio étrange, codé d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Ce message ne provenait pas d'un sous-marin ennemi, ni d'un navire de guerre, mais d'une source inconnue, mystérieuse, presque fantomatique. Intrigués et inquiets, nous tentâmes de le déchiffrer, mais les codes semblaient d'une complexité inouïe. Ce que nous réussîmes à comprendre, c'est qu'il s'agissait d'un appel à l'aide, mais pas de la part d'un allié. C'était un SOS d'un sous-marin allemand en détresse, échoué non loin, à quelques kilomètres à peine. Un appel désespéré, envoyé dans l'espoir d'une aide improbable, dans un geste presque humain au milieu de cette guerre impitoyable. Cette révélation jeta un froid glacial sur l'équipage. Devions-nous risquer notre vie pour secourir un ennemi? La guerre avait transformé ces hommes en adversaires, mais au fond, n'étaient-ils pas comme nous, pris au piège dans cette folie? Le débat fut intense, les opinions divisées. Pierre voulait répondre à l'appel, arguant que l'honneur valait plus que la haine. Antoine, plus pragmatique, craignait un piège, une ruse destinée à nous attirer dans une embuscade. Moi, je me retrouvais déchiré entre devoir et compassion, entre la raison et l'humanité. Finalement, la décision fut prise de tenter un sauvetage, en secret, loin des regards et des oreilles ennemies. Nous modifia la trajectoire, plongeâmes dans des eaux troubles, et nous approchâmes du lieu indiqué. La tension était palpable, chaque bruit amplifié par le silence de la mer. Lorsque nous aperçûmes l'épave, à moitié immergée, le cœur battant, un étrange mélange d'appréhension et de pitié nous envahit. À bord, l'image de ces hommes enfermés, prisonniers de leur propre machine, nous frappa profondément. Nous étions tous des marins, soumis au même danger, à la même mer indifférente. Ce moment suspendu entre ennemis, entre haine et humanité, allait bouleverser notre vision de la guerre, mais aussi notre destin. Car dans cette nuit silencieuse, nous allions découvrir que la guerre ne se joue pas seulement entre les armes, mais aussi dans les actes de courage et d'humanité, même au cœur du chaos. Cette nuit-là, alors que nous avancions vers l'épave venue d'un autre monde, tout sembla s'intensifier, comme si la mer elle-même voulait sceller notre destin. Le silence oppressant fut soudain déchiré par des bruits étranges, gémissements métalliques, craquements sinistres, comme si le sous-marin blessé gémit sous le poids de son propre naufrage. L'eau, sombre et froide, semblait avaler notre embarcation, et pourtant, nous étions là, suspendus entre deux mondes. En approchant, le sous-marin allemand, à moitié submergé,
apparaissait comme un monstre blessé, ses hublots brisés laissant filtrer une lumière blafarde. Les corps de marins, figés dans le temps, étaient visibles à travers les ouvertures, prisonniers d'un enfer liquide. Lucie, les mains tremblantes, préparait les équipements de secours tandis que Pierre vérifiait l'état du « Faucon » avec une nervosité croissante. Antoine restait silencieux, le regard fixé sur l'épave, conscient que chaque seconde pouvait nous coûter la vie. Nous avions décidé de risquer l'impossible, ouvrir une trappe, aider ces hommes à sortir de leur tombe d'acier. Mais alors que nous commencions à déployer les cordages, une alarme sourde retentit dans le sous-marin. Un signal d'alerte, un navire ennemi approchait à grande vitesse, alerté sans doute par le moindre bruit ou par un espion invisible. Le temps nous était compté. Dans cette précipitation, la tension atteignit son paroxysme. Les gestes devinrent frénétiques, les regards échangés trahissaient la peur et l'urgence. Nous parvînmes à extraire quelques hommes, épuisés, blessés, mais vivants. Leur regard, mélange d'effroi et de gratitude, resta gravé dans ma mémoire. Pourtant, le danger immédiat nous força à abandonner une partie des rescapés, un sacrifice cruel dicté par la nécessité. Le « Faucon » reprit sa fuite, fendant les eaux comme un fantôme, tandis que derrière nous, l'épave sombrait lentement, emportant avec elle les rêves brisés d'hommes prisonniers de la guerre. Ce moment d'humanité, aussi beau que tragique, marqua un tournant dans notre lutte. Nous avions défié les ordres, risqué nos vies pour des ennemis, et cela nous changeait à jamais. Mais la mer avait encore d'autres secrets, d'autres épreuves à nous réserver. Cette nuit, entre ombre et lumière, la guerre sous-marine révéla toute sa cruauté, sa grandeur, et son mystère insondable. Nous étions désormais liés à ces hommes sauvés et perdus, prisonniers d'un destin commun, dans un océan de violence et d'espoir mêlés. Le retour vers Ouistreham se fit dans un silence presque religieux, chaque membre de l'équipage perdu dans ses pensées, hanté par les visages des hommes que nous avions sauvés, et de ceux que nous avions laissés derrière. Le poids de cette nuit pesait lourd sur nos épaules, comme une ombre indélébile. Mais ce n'était pas seulement la fatigue ou l'émotion qui nous tenaillait, un sentiment profond d'inachevé nous rongeait, une certitude que la guerre, avec toute sa cruauté, ne cessait de nous surprendre. À mesure que les côtes normandes se dessinaient à l'horizon, une question brûlait dans mon esprit, cette mission, ce sauvetage, allait-il changer quelque chose? Allait-on reconnaître notre acte de bravoure ou nous condamner pour avoir désobéi? Était-ce un signe que, même au cœur de l'enfer, l'humanité pouvait encore triompher? Ou bien n'était-ce qu'une illusion, une flamme vacillante dans la nuit noire du conflit? Alors que nous approchions du port, je vis au loin un petit groupe de bâtiments de guerre français qui semblaient nous attendre. Leur présence, rassurante mais aussi mystérieuse, soulevait une autre énigme. Pourquoi cette attente? Était-ce une embuscade? Un piège tendu par l'ennemi? Ou bien une nouvelle étape dans cette guerre sous-marine qui ne cessait de se transformer? Je savais une chose, notre combat ne faisait que commencer. Le « Faucon », ce fragile sous-marin, symbolisait à la fois notre espoir et notre vulnérabilité. Et tandis que la coque grinçait doucement sous la pression des vagues, je sentais que derrière l'horizon, d'autres épreuves, d'autres secrets, nous attendaient. La guerre sous-marine, avec ses mystères et ses dangers, continuait de s'écrire sous nos yeux. Mais une question restait suspendue, brûlante, prête à embraser nos esprits, jusqu'où irions-nous pour survivre? Jusqu'où pour sauver des hommes, ennemis ou alliés? Et surtout, quel prix serions-nous prêts à payer? Le silence se fit à nouveau, lourd, chargé de promesses et de menaces. Le « Faucon » avançait, portant avec lui les espoirs fragiles d'une guerre sans fin, et le secret d'une nuit où l'humanité avait défié la mort. Mais cette histoire, je le savais, n'était que le commencement d'un mystère plus grand, un mystère que nous étions bien loin d'avoir résolu.